Compose, épisode 67. Ce qui était incroyable, c'était ce moment de dire les gens, ça y est, là, t'as un moment, tu peux t'exprimer, personne te coupe et tu peux développer un propos. C'est incroyable. Parce que moi, j'ai grandi dans une famille où on ne s'est pas en placer une. Et je pense que c'est une des raisons aussi pour laquelle j'ai fait du stand-up. C'est que quand nous, on est des dîners de famille à table, ça coupe l'autre et il y a des discussions et il y a une autre discussion au milieu de la table. C'est un enfer sur terre. Et moi, je suis pas adapté pour ce genre de situation, mais j'ai grandi là-dedans. Et du coup, la première fois, déjà, le sentiment, c'est peut-être très con, hein, mais qu'on te coupe pas et que tu puisses dire ce que tu veux de A à Z, c'est incroyable. Et en même temps, ce sentiment de j'ai eu 2-3 rires un peu mignons et tout, ça m'a fait j'avais l'impression d'être le roi du monde, quoi. L'adrénaline, tout ce que tu ressens, c'était incroyable. Et je suis descendu, j'ai dit ok, c'est bon, c'est vraiment ça que je vais faire, c'est incroyable. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Sacha Ferrat. Sacha, il est humoriste et ensemble, on a parlé du fait qu'il était celui qui faisait rire ses copains à l'école, de son ressenti lors de sa première scène, d'exprimer son propos, du regard des autres, de la Belgique, de l'autodérision, de Guillaume Voudétan, son producteur, de Guillermo Guise, qui l'a motivé à devenir humoriste, de comparaison, de réseaux sociaux, de notoriété, du Cirque Royal où il joue en avril 2026, du soutien de sa famille, de son grand-père. Je vous souhaite une très belle écoute. Merci Sacha d'être avec moi aujourd'hui sur Compose. Mais merci à toi de m'avoir invité surtout. Tu es donc stand-upper et c'est en 2018 que tu as fait tes premières scènes. Mais je voudrais revenir vraiment à la genèse de tout ça. En fait, comment est né ton intérêt vraiment pour le stand-up ? J'ai toujours grandi avec ça, j'ai l'impression. En fait, mes parents sont séparés et quand j'étais chez mon père, il me mettait devant Gad Elmaleh, devant la télé, devant Gad Elmaleh. Et je connaissais le spectacle, je devais avoir 6-7 ans. Je crois son premier spectacle et je le connaissais par cœur. Et je sais pas, j'ai toujours été à fond là-dedans, dans les blagues, j'ai toujours communiqué comme ça. Et puis en grandissant, quand je suis arrivé à l'école, après en secondaire, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui faisaient ça de leur vie, quoi. Alors que moi, j'allais à l'école et je faisais rigoler les copains gratuitement. J'ai dit, purée, ce serait ouf quand même de pouvoir gagner sa vie en faisant ça. Et donc après mes secondaires, je me suis lancé dans le stand-up. J'ai pris 1 an d'année sabbatique. Bon, je me suis inscrit quand même dans une école qui s'appelle l'EPFC, à Madou, à Bruxelles, où on fait des cours de langue. Et comme ça, j'avais assez d'heures pour être encore considéré comme étudiant, juste pour les allocs, pour la maman. Et puis voilà. J'adore. Et du coup, comment t'es monté sur scène la première fois ? J'ai été au début à ce moment-là en 2018, le stand-up était pas du tout développé, donc j'ai tapé sur internet stand-up Bruxelles, stand-up Belgique. Il y avait pas grand-chose à part le King's Comedy Club. Et mais j'avais bien compris que normalement tu joues pas au King's Comedy Club comme ça, tu vois, t'arrives pas et tu joues comme ça. Mais bon, il y avait rien entre guillemets avant. Et en fait, c'était le début de la création du collectif You Rire, What a Fun et tout ça. Et donc le You Rire, donc qui était organisé par Fabienne et Yuri Garfinkel, ils organisaient des ateliers d'écriture. Et j'ai fait un atelier d'écriture avec eux, et je me souviens au début de cet atelier d'écriture, il y avait déjà Yacine Sipkin, je sais pas si tu vois, qui était là. Si je dis pas de bêtises, il y avait Mehdi BTB, et il y en avait quelques-uns qu'on retrouve encore aujourd'hui. Et au début c'était juste un atelier d'écriture, et puis eux nous ont dit il y a un concours au Kings, il faudrait que vous vous lanciez là-dedans. Et j'ai dit on s'est inscrit là-dedans, et puis j'ai commencé comme ça un Experience of Comedy novembre 2018, alors que j'avais jamais fait de scène. C'est pas mal pour commencer quand même. Ouais, en fait je me rendais pas compte, normalement tu commences pas par un concours d'humour, mais en fait ça m'a fait vraiment un déclic dans le sens où t'avais genre 36 participants, ils en choisissaient 16. Et je me souviens que j'étais genre 10e, parce qu'en plus ils te le disent dans l'ordre. Et j'étais 10e, et c'était ma première scène, donc je me suis dit ok, ça veut dire que j'ai la légitimité de pouvoir faire ça. Et puis le sentiment en descendant de scène était incroyable. Quand je revois la vidéo aujourd'hui, j'ai envie de mourir. Mais le sentiment, je me souviens parfaitement quand je suis descendu de scène, et ça je pense que ça partira jamais. Je me suis vraiment dit putain, c'est ça que je veux faire de ma vie, quoi. Alors que j'ai eu aucun rire, enfin, peut-être 1 ou 2 gentils, tu vois. Mais j'ai adoré le moment, c'était super. Et à ce moment-là, dans le stage d'écriture, en fait, toi, t'avais envie de parler de quoi sur scène ? T'écrivais sur quoi au début ? Moi, je crois que mes premiers sketchs, c'était sur les bus de Lane. Et je l'ai toujours dans mon spectacle d'ailleurs, celui-là.
actuel. Ouais, je parlais de Bus de Lane, du fait que ça tournait toujours un peu autour de la Belgique. En fait, toutes mes premières blagues, ça tourne autour de la Belgique. C'est pour ça que mon premier spectacle parle de ça. Mhm. Parce que indirectement, dès que j'écrivais un truc, c'était toujours via le prisme d'un Belge. Ouais. Et c'est vrai que comparer n'importe quoi dans la vie à un Belge, c'est trop marrant. Enfin, moi, ça me fait rire. Trop bien. Et pour ce concours, t'es arrivé en quart de finale, c'est ça? Ouais, c'est ça, je pense. J'ai fait genre quart de finale la première année ou huitième, puis l'année d'après quart de finale à nouveau, puis l'année d'après demi-finale, puis j'ai dit j'arrête. Puis j'ai dit c'est bon, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Oui, justement, pourquoi tu l'as refait chaque année? Bah parce qu'à chaque fois tu te dis tu veux gagner. La première année tu dis vas-y c'était le début, la deuxième année t'arrives avec un an de stand-up. Bon, en un an de stand-up à cette époque-là, t'as pas fait énormément de scènes, mais t'as acquis de l'expérience. Donc je me dis on va y retourner. Là boum, quart de finale, je repère. Puis je refais l'année d'après, je me dis ultime année, vas-y ça fait 2 ans que je suis lâche. Là les gens commencent à pas me connaître dans le milieu du stand-up, donc c'est bon, vas-y. Là c'est bon, c'est pour moi. Et non, demi-finale, c'était bien aussi. Et du coup voilà. Et donc comment t'as vécu, parce que en sortie t'étais content, comment t'as vécu l'avant-scène et comment t'as vécu cette scène vraiment quand La t'étais première sur scène? Ouais, la toute première. Horrible. En fait, ce qui est horrible, c'est qu'il n'y a pas un ordre de passage prédéfini. Ils tiraient au sort l'ordre de passage. Donc chaque moment, c'est peut-être à toi. Ouf. Et donc, en fait, tu vois, t'as déjà été au Kings, je pense. Tu vois, on est tous derrière. Et le stress se transmet à une vitesse. Tout le monde n'est pas bien. Le stress se transmet vraiment super fort. Et je me souviens que le passage juste avant moi, je suis passé dans les premiers, genre 5e ou 6e, ce qui est très bien parce que la soirée était un peu longue. Et il me semble, hein. Mais je sais qu'en tout cas la personne avant moi, c'était une fille qui faisait de la radio à la base, qui voulait essayer le stand-up. Et la règle, c'était 3 minutes sur scène minimum, 5 minutes maximum. Donc si tu tiens pas les 3 minutes, t'es obligé de rester 3 minutes sur scène. Et en fait, au bout de vraiment 1 minute 30, ça marche pas du tout pour elle. Elle lâche le micro par terre et elle est partie en courant. Oh. Et alors, ça m'a fait vraiment mal au cœur. Et puis juste après, t'as un gros blanc. Et puis après, on me dit, bon, bah maintenant, c'est Sacha Ferra. J'étais là, oh là là, quel enfer. Mais ça a été mieux, mais c'était pas non plus incroyable. Ouais. Mais vraiment, tu t'es dit à ce moment-là, même si c'était difficile, en fait, tu t'es dit, c'est ça que je veux faire toute ma vie. De ouf. Mais en fait, ce qui était incroyable, c'était ce moment de dire, les gens, ça y est, là, t'as un moment, tu peux t'exprimer, personne te coupe, et tu peux développer un propos. C'est incroyable. Parce que moi, j'ai grandi dans une famille où on ne sait pas en placer une. Et je pense que c'est une des raisons aussi pour laquelle j'ai fait du stand-up. C'est que quand nous, on est des dîners de famille à table, ça coupe l'autre et il y a des discussions et il y a une autre discussion au milieu de la table. C'est un enfer sur terre. Et moi, je suis pas adapté pour ce genre de situation, mais j'ai grandi là-dedans. Et du coup, la première fois, déjà, le sentiment, c'est peut-être très con, hein, mais qu'on te coupe pas et que tu puisses dire ce que tu veux de A à Z, c'est incroyable. Et en même temps, ce sentiment de j'ai eu 2-3 rires un peu mignons et tout, ça m'a fait j'avais l'impression d'être le roi du monde, quoi. L'adrénaline, tout ce que tu ressens, c'était incroyable. Et je suis descendu, j'ai dit ok, c'est bon, c'est vraiment ça que je vais faire, c'est incroyable. Et comment ça s'est passé après, outre ta reparticipation au concours, comment ça s'est passé au niveau de ton écriture, au niveau des scènes, etc. Comment ça s'est enchaîné ensuite? Au tout début, t'es super motivé, t'essayes de tout le temps écrire, t'es à fond là-dedans, t'as plein d'idées, ça fulmine parce que t'es un peu dans l'effervescence du moment, tu vois, tout se passe, tout s'accélère, c'est incroyable. Et donc au début j'essayais d'écrire un max et chaque fois je me disais à chaque scène il faut que j'ai un nouveau truc. Et puis j'ai bien compris en fait qu'il fallait d'abord un 5 minutes solide, et puis après un 10 minutes solide, et puis après un 15 minutes solide, et en fait chaque fois retravailler les mêmes blagues et pas faire un truc, ça a un peu rigolé là, ok cool, je garde ça pour plus tard, je vais faire autre chose. Ça je l'ai compris peut-être après un an, un truc comme ça. Qu'au début j'ai écrit sur plein de petits trucs. Bon, mes premiers sketchs, et c'est encore des trucs qu'on retrouve aujourd'hui, je parlais de Delane, je parlais du Space Cake. Et ça, c'est devenu un truc même que j'ai joué à Montreux, là, il y a pas longtemps. Donc c'est vraiment des trucs qui sont restés, que j'ai améliorés avec le temps, mais qui sont restés. Et tu t'es fait accompagner à nouveau? T'as fait d'autres ateliers d'écriture? T'as fait relire par d'autres humoristes? Non, en fait, au début, on s'est lancé avec l'atelier d'écriture. C'était super pour créer des contacts, se connecter et tout. Et puis après, je me suis vraiment mis dans mon coin. J'ai fait ça relativement tout seul. Mais puis après, on se nourrit aussi des discussions qu'on a entre humoristes. Ouais. Tu rencontres des gens avec qui ça matche bien,
Et juste en parlant de nos blagues et tout, on se rend compte qu'en fait, ça te donne des idées, ça te donne à manger à ton cerveau pour la suite. Et ouais, c'est que comme ça, mais j'ai jamais écrit avec quelqu'un, sauf depuis là quelques temps. Enfin, des quelques blagues, mais vraiment l'essence de tout ce que j'ai écrit en presque 6 ans maintenant, c'est vraiment moi tout seul. Ouais. Et ouais, il y a le premier spectacle Plat Pays qui a déjà un peu tourné. Quand est-ce que tu t'es dit que c'était le moment d'avoir ton spectacle complet? En fait, c'est vraiment un truc d'ego. J'ai commencé en même temps que plein de gens. On arrive, allez, on va dire 15-20 personnes qui ont commencé le stand-up en plus ou moins en même temps, Ouais. allez, à un an d'intervalle. Et en fait, c'est très con, mais au début, je fonctionnais vraiment grâce au regard des autres. C'était mon premier moteur. Bon, après, c'est un moteur comme un autre, mais ça tient pas sur la durée. Mhm. Et j'étais en mode, ok, je vais. En fait, ils pensaient que j'étais un peu un flemmard, que je travaillais pas beaucoup, mais je travaillais beaucoup dans mon coin. Et parce qu'à chaque fois, ils disaient, ouais, mais t'as tout le temps les mêmes textes et tout. Et puis après 1 an et demi, 2 ans, j'étais le seul à être arrivé avec 1 heure de texte Ouais. que j'ai joué au Petit Chaperon Rouge. C'était la première fois, j'avais 1 heure. Et j'étais un des premiers dans la team de tous ceux qui ont commencé à avoir ça. C'était peut-être un peu tôt, mais moi, c'était une fierté personnelle de me dire, ah, tu vois, je sais pas que je bosse pas, je bosse. Mais, enfin bref, c'était des trucs de tout début. On reparle, j'avais 20, 21, un truc comme ça. Et, et ouais, voilà, c'est juste, je bossais à fond et j'ai oublié la question, pardon. Mais c'était oui, à partir de quand tu t'es dit que c'était le moment d'avoir ton spectacle complet? Ouais, en fait, c'était juste, pour répondre, il n'y avait pas vraiment de moment. Ouais. C'est plus un truc de prouver aux gens du stand-up, regardez, je sais écrire 1 heure, quoi. Ouais, Vous ouais. pensez que je suis un flemmard, mais c'est pas vrai, quoi. C'était juste ça. Et pourquoi il y avait cette image de flemmard? C'est parce que justement, c'est parce que c'est ta manière d'être sur scène, ou c'est parce que justement ces blagues revenaient un peu? Ouais, en fait, au début, je faisais beaucoup de fois les mêmes blagues, et puis il y avait ce truc un peu au tout début dans le stand-up, quand nous, on commençait. Enfin, c'est un souvenir que j'ai, peut-être que je suis à côté de la plaque, mais je pense pas, c'est qu'au tout début, c'était. Ouais, enfin, si de 3-4 scènes, tu faisais chaque fois la même chose, et puis on se disait, mais en fait, t'écris jamais ou quoi? Tu Ah fais ouais, pas d'autres ouais. trucs? En mode, j'essaye de retravailler ça. Enfin, j'essaye, quoi. Et aujourd'hui, c'est devenu la normalité. Et tu vois, maintenant, quand il y a des nouveaux qui débarquent, on leur dit tous d'abord et 5 minutes que tu travailles à fond Ouais, ouais. pour pouvoir les jouer partout. Et puis après, tu rajoutes 5 minutes. Et puis après, mais concentre-toi d'abord sur tes premières blagues. Non, mais au début, il y avait un peu ce truc de qui travaille le plus. Mhm. Et puis ça fait des stories dans des cafés. Regarde, Ah et ouais, c'était ouais. vraiment le monde du stand-up. Regardez, je suis en train de travailler alors qu'en vrai, il a rien écrit. Enfin, tu vois, c'était que des trucs comme ça. Donc, ouais. Et comment tu te donnais cette rigueur en fait d'écrire? Comment est-ce que tu vois, t'arrivais enfin, est-ce que tu avais un processus vraiment? Est-ce que tu te forçais à rester devant ton carnet à écrire? Comment tu Non, j'ai fonctionnais? jamais fait ça. En fait, au tout début, vraiment, j'ai essayé de faire ça. Et c'était un peu cacaboudin. Vraiment, ça me correspondait pas du tout. Et en fait, après, juste commencé à prendre des notes dans mon téléphone. Des trucs, j'ai un dossier de notes, blague sketch, ça Ouais. s'appelle. Et tu peux dérouler à l'infini, je crois presque. Il y a vraiment beaucoup là en 5 ans. Et puis, il y a certains trucs, par exemple, je notais un truc du quotidien ou un truc qui m'avait frappé, et puis j'y réfléchissais pendant des mois, et puis un jour je me disais vas-y, c'est le moment d'écrire. Et parfois parfois j'écris rien pendant 6-7 mois, Ah ouais. et puis d'un coup j'écris 20 minutes ou un peu moins ou un peu plus, et puis je réécris plus rien pendant 2-3 mois, puis je réécris de nouveau un gros bloc. Mais en général, j'ai tellement cogité sur ces blocs là que l'essence et l'angle que j'ai trouvé est en général assez bien. Mhm. Et je dois retravailler des vannes, je dois retravailler le rythme, mais en tant que tel, j'ai l'idée au complet déjà. Ouais. Et justement pour le spectacle, ouais, comment t'as assemblé ces blocs pour faire un fil rouge au En fait, final? au tout début, j'étais en mode, je me rendais pas compte que tout ce que j'écrivais, c'était en grande partie sur la Belgique. Ouais. Je m'en rendais pas compte. J'étais en mode, c'est juste mes blagues et tout, mais je me rendais pas compte qu'il y avait un thème, que c'était le belge, ou que chaque fois que c'était quelque chose, je le voyais via le prisme d'un belge et tout ça, et que c'est ça qui le rendait marrant. Puis j'exagérais un peu l'accent et tout ça. Et au début, mon spectacle, t'as vu l'affiche sur la porte quand on est Ouais. rentré, je l'avais appelé genre Nouveau Monde. Je Ouais. sais même plus pourquoi. J'en ai aucune idée. Ça, c'était en quelle année du coup? C'était 2020, je crois, Ouais. juste avant le Covid. J'avais fait mon affiche tout seul. On avait été là sur la chaussée de Mons, où t'as dû arriver devant le Ikea. Ouais.
parce que je parlais de Delaine avec un de mes meilleurs potes, enfin mon meilleur pote Jules de Grave, il avait fait la photo et je m'étais mis avec un pied de micro et un micro devant l'arrêt de bus Delaine et on avait échangé enfin on voyait bien que c'était le truc Delaine parce que c'était un des sketchs phares entre guillemets à ce moment-là. Et j'avais remplacé le titre de l'arrêt qui était Ikea par Nouveau Monde, le titre du spectacle. Je sais pas pourquoi ça s'appelait comme ça. C'était un truc genre, je voulais faire un truc genre. Puis même je vois sur l'affiche, tu vois, je regarde à gauche. Derrière moi, c'est en noir et blanc. Devant, c'est en couleur. Enfin, genre en mode on va en avance, va de l'avant vers un nouveau monde et tout. Je crois que j'étais vraiment dans un délire un peu philosophique. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, ce que je racontais n'avait rien à voir avec le titre et ce que je voulais proposer. Et ça s'est fait. Ouais, je dirais 1 an et demi après, en continuant à retravailler mes blagues et tout, et ben un jour je me suis posé pendant 2 jours et j'ai réécrit tout. Et je me suis dit, en fait, ce qui est intéressant, c'est de parler de la Belgique et tout. Et là, je me suis vraiment fait une introspection. J'ai pensé à tout ce que j'ai appris dans ma vie et tous les trucs comme ça. Et en fait, j'ai grandi dans un milieu très belge. J'ai été éduqué par mes grands-parents, qui sont très très belges, très bruxellois à l'ancienne. Et ouais, en fait, je me suis rendu compte que j'étais justement influencé par tout ça et que c'était intéressant de dire ce que je voulais dire via le prisme d'un Belge et d'appeler ce spectacle Plat Pays, quoi. Ouais. Enfin voilà, c'était une longue réflexion pour se rendre compte qu'en fait, que ça aurait dû s'appeler comme ça depuis le début. Et oui, ce spectacle, il représente bien la Belgique et l'autodérision des Belges. C'est un truc qui est important pour toi, cette autodérision ? Pour moi, c'est un des trucs les plus importants dans la vie, quoi. C'est une des plus... Enfin, c'est très bizarre parce que je dis à tout le monde que c'est important d'avoir du second degré. C'est ce que je revendique dans le spectacle, qu'il faut savoir rigoler de soi-même. Parce que moi, c'est ce que j'ai appris par mon grand-père et mes grands-parents. C'est qu'il faut savoir rigoler de soi. Il faut savoir dire... Enfin, parce que quand tu rigoles de toi, ça, c'est comme m'avait dit mon grand-père, quand tu rigoles de toi, ben, quand les autres vont rigoler de toi, ben, ça te fera pas mal parce que toi, tu l'as déjà fait. Ouais. Et en fait, c'est des trucs débiles pour se protéger. Et moi, je trouvais ça super important. Mais maintenant, dans la vie, j'arrête pas de dire aux gens qu'il faut faire preuve de second degré. Et je me rends compte que moi-même, j'arrive pas à des fois comprendre quand quelqu'un me parle en premier degré ou en second degré. Ouais. Je suis un peu, mais je comprends pas. Tu vois, un peu un délire, pas autistique, mais parfois je comprends juste pas. Et en fait, parfois je revendique un truc dans mon spectacle que j'arrive pas toujours à appliquer moi-même, mais j'essaye. Ouais. Mais je suis convaincu que c'est hyper important d'avoir du second degré, ça c'est sûr et certain. Mais en plus, tu disais que tu avais du mal au début à te détacher du regard des autres humoristes. Ouais. Ça aussi, c'est quelque chose que tu as vraiment appris au fil du temps. Et tout ça, ça a aidé à cette réflexion. Le spectacle a aidé à se détacher un peu du regard ? Non, c'est pas le spectacle, c'est les rencontres que j'ai faites. Je crois qu'une des personnes qui m'a le plus aidé à me détacher de ça, c'est Guillaume Voudétan, qui est mon producteur aujourd'hui depuis 2021, fin 21, début 22. Et en fait, ouais, c'est lui qui m'a fait... En fait, les humoristes bruxellois, en fait, on est beaucoup, et pas beaucoup en même temps, mais en termes d'humoristes belges, le plus gros vivier, il est à Bruxelles. Ouais. Et au début, il n'y a rien à faire, on se compare, on se dit putain, qu'est-ce qu'ils vont penser si je fais ça et tout. Et en fait, on se met des freins de ouf. Ouais. Et Guillaume m'a fait comprendre qu'en fait, l'humour, il s'arrête pas à Bruxelles. C'est comme à Paris, en fait, on devenait comme Paris où les Parisiens pensent qu'il y a qu'eux, alors qu'en fait, il y en a beaucoup, ils croient qu'ils sont trop forts, et ils sont vraiment nuls, pardon. Ils sont vraiment pas ouf. Et donc, en fait, je devenais un peu comme ça. Ah ouais. Et il m'a fait me rendre compte, il m'a vraiment juste dit, mec, l'humour, c'est pas Bruxelles, hein. Il y a toutes les campagnes en Belgique, il y a toute la Belgique, il y a la France, il y a le Canada, il y a tous les endroits où ça parle français qu'il faut aller chercher. C'est pas parce que tu marches bien à Bruxelles que t'es un bon humoriste. Ouais. Et en fait, ça m'a mis un peu une petite claque, j'avoue. Et j'y ai repensé et je me suis dit, il a carrément raison. Et là, j'ai commencé à savoir me détacher du regard des autres. Ouais. Mais au début, c'était super dur. C'est vraiment le truc qui je pensais me motivait, mais qui me freinait plus qu'autre chose. En fait. C'est ça. Et justement, tu peux expliquer comment ça s'est fait cette rencontre avec Guillaume et comment il est devenu justement ton producteur ? En fait, du coup, j'ai participé à tous les concours d'humour que je pouvais faire. Enfin, j'ai essayé Après, ce que le Next Prince m'a appris, c'est qu'il fallait pas les faire trop tôt. Ouais. En fait, parce que moi, je rêvais de gagner le Next Prince pour avoir juste mon nom à côté de Guillermo Guise. Oui. Moi, dans les gagnants, Guillermo Guise, Sacha Ferra, parce que Guillermo Guise, c'est quelqu'un, enfin bref, peut-être qu'on en parlera plus tard, mais qui m'a vraiment motivé à devenir humoriste. Et donc, comment j'ai rencontré Guillaume ? En fait, je me suis inscrit, il a lancé son festival Namur is a Joke en 2021, il me semble, et il y avait un concours d'humour.
Le joke une fois. Le joke une fois, exactement. Et en gros, le gagnant de ce concours jouait son spectacle l'année d'après au festival. Et ensuite, et c'est tout en fait. Au début, c'était juste ça. Et donc, j'ai fait ce concours. Ça s'est super bien passé pour moi. Puis j'ai été en finale. Ça s'est joué entre Adèle et moi. Ouais. Et je pense qu'on devait être à 60% pour moi dans le jury, 40% pour Adèle. Donc, ça s'est vraiment joué à pas grand-chose. Et d'ailleurs, grosse dédicace à Adèle s'il regarde ça, parce que malgré plein de moments où j'arrive pas à accrocher à certains trucs de sa personnalité, et il le sait parce qu'on en parle, il y a aucun problème avec ça, c'est un des gars qui m'a aussi qui m'a fait me sortir les doigts du cul. Ah ouais. Parce que c'est un des mecs les plus persévérants que j'ai jamais vu, et ça c'est assez inspirant, je veux dire. Enfin bref. Tout ça pour dire que du coup ça s'est joué entre nous deux. J'ai eu la chance de gagner ce concours. Et 1 mois et demi, 2 mois après, quelque chose comme ça, je sais plus trop exactement dans la ligne du temps, il y a Guillaume qui m'a proposé un contrat de production à moi et à un autre humoriste en même temps. Je sais pas si je peux en parler, je sais pas si ça l'embête. Je sais pas si ça l'embête lui ou pas, mais bon, je pense pas, mais qui m'avait proposé à Nikos et à moi le même contrat de production. Et j'ai décidé d'accepter, et voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et pourquoi t'as accepté ? Tu t'es dit que... Enfin, qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là ? En fait, il y avait vraiment un stress. On en a beaucoup parlé avec Nikos parce qu'on était coloc à ce moment-là. Et il y avait ce truc de... Soit ça va... On sent que, voilà, on arrivait un peu à se détacher du lot à ce moment-là. On sentait que ça marchait bien pour nous. Et il y avait ce truc de... Est-ce que ce contrat va nous enfermer dans un truc dans lequel on n'aura plus le choix sur notre carrière, et en fait c'est juste quelqu'un qui va se mettre autour de nous pour un peu grappiller de l'argent, ce qui était en fait complètement con parce qu'on n'était pas du tout bankable entre guillemets à ce moment-là. Désolé pour les aboiements si on les entend. Si vous entendez des aboiements, c'est parce qu'on est chez ma maman et que ce sont les chiens en bas qui ne sont pas éduqués. On est dans ta chambre d'ado d'ailleurs. On est dans ma chambre d'ado, exactement. Donc c'était une réflexion un peu débile à ce moment-là, parce que de se dire quelqu'un veut se faire de l'argent sur notre dos, c'est débile parce qu'à ce moment-là, on génère aucun revenu pour personne. Donc en fait, je me suis dit, en vrai, donc il proposait un contrat de 4 ans, et je me suis dit, franchement, au pire, je reprends dans 4 ans à zéro, c'est pas grave. Et on verra bien. Et je pense que Nikos était plus dans une phase de réflexion de est-ce qu'il voulait continuer vraiment le stand-up ou pas. À ce moment-là, du coup, lui a fait un autre choix. Moi, j'ai fait celui-ci. Et pour moi, ça a été le bon, en tout cas. Vu tout ce qui se passe maintenant, je suis très heureux. Et justement, qu'est-ce qui a changé au début ? Donc, j'imagine que tu as eu une vraie équipe autour de toi, là, grâce à cette production. Qu'est-ce qui s'est passé au début ? Qu'est-ce qui a été mis en place ? Déjà, et quelle équipe, dit ? Purée, j'ai vraiment eu de la chance. En fait, je me rendais pas compte à ce moment-là, mais maintenant, dans le milieu du stand-up et tout ça, franchement, l'équipe qu'il y a autour de Guillaume, c'est une des meilleures équipes que tu puisses rêver d'avoir autour de toi quand t'es un jeune artiste qui débute. Trop bien. Parce que t'as des membres, ils sont tous incroyables. Déjà, t'as Guillaume. Il y a le nom Guillaume vous détend qui, mine de rien, claque, tu vois. Enfin, tu vois, c'est quelqu'un en Belgique. Et tout ce qu'il fait aussi, tout ce qu'il lance comme projet. Mais il lance ça justement grâce à l'équipe qu'il a autour de lui, et cette équipe est incroyable. Il a Maya qui s'occupe de ses réseaux sociaux, des réseaux sociaux de Nicolas Lacroix et des miens maintenant, et de Jimmy Labeu aussi. T'as Julie Lahure qui avant travaillait chez OD Live, qui est la plus grosse production en Belgique, qui produit toutes les dates à Forêt Nationale et des grosses stars et des trucs comme ça. Par exemple, ça, je trouvais ça fou, mais tu vois, c'était le tout début. Et la personne qui s'occupait de mes dates, je lui envoyais un message et elle me disait, je te réponds plus tard, je suis en train de m'occuper du concert d'Angèle. Pardon, vraiment, je voulais pas te déranger. Et donc, tu vois, c'est fou de se dire, ces gens-là travaillent avec toi, travaillent avec moi, quoi. C'est quelle chance, quoi. Puis t'as Barbara qui travaille pour tout ce qui est télévisuel et radio et tout ça, qui connaît super bien le milieu de la télé qui est depuis je sais pas combien de temps, mais moult années. Et puis c'est tous une équipe ils sont tous vraiment gentils, quoi. Un super attaché de presse aussi qui s'occupe de gens. Je suis là, pourquoi tu t'occupes de moi alors que t'as d'autres gens qui sont beaucoup plus intéressants. Et voilà. Et vraiment c'était super. Et ce qu'ils ont mis en place en fait, c'est que au début c'était on va faire une affiche de spectacle plus pro, on va faire des shootings photos pour avoir de quoi faire de la promotion. On va te mettre en avant le plus possible, c'est-à-dire qu'il a lancé une émission à la télé qui s'appelle
comment ça s'appelle? Comme à la maison. Comme à la maison, j'ai oublié. Toi, j'ai un trou pour comme à la maison, je suis désolé. Alors que c'est la famille, hein. Ah waouh, j'ai oublié. Ouais, comme à la maison. Et donc, je crois que franchement, j'étais une des personnes avec Nicolas Lacroix, voire la personne à être le plus dans cette émission. Ouais. Donc, ils m'ont vraiment mis comme en avant. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'émission, moi, ça m'a fait de la visibilité. Ouais, mais c'est grand public. Puis, ça c'est touche, ça. Puis j'ai adoré cette expérience-là, de ouf. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Après, ils ont lancé une petite tournée, d'abord dans des petites salles, tu sais, de trucs de 50, 60 places. On a fait quelques dates avec de la promo derrière, hein. On allait en parler dans les médias grâce à l'attaché de presse et tout, qui avait plein de contacts. Ça a bien marché. Puis Guillaume m'a surtout dit de commencer à faire des vidéos sur les réseaux sociaux. Donc j'ai commencé ça il y a un an, en août 2023. Ouais. On est décembre 2024. Je suis passé de 3000 à maintenant 40 000 abonnés. Et ça, c'est que grâce aux vidéos que Guillaume m'a dit de faire. Il m'a dit quand les poster, à quelle fréquence, tout ça. Donc, et puis les gens veulent savoir. Moi, j'ai aucun problème. C'est vraiment pas chinois. En fait, faut poster au moins 2-3 fois par semaine. N'importe vers 18h à chaque fois. Entre 16h30 et 18h, c'est super. C'est là qu'il y a le plus de gens qui sont connectés, qui peut faire en sorte que ta vidéo prenne un maximum si les gens se reconnaissent dans la vidéo et qu'ils repartagent. Mais bref. Après, si une vidéo est très marrante, que tu la postes à 1h du matin ou à 18h, a priori, ça devrait prendre. Mais voilà. Donc, les vidéos qui sont rentrées dans ma vie. Et c'est ça qui a vraiment tout changé, quoi. Parce qu'au début, je commençais à me faire connaître. Donc, ils ont commencé à dire, bon, on va faire des salles un petit peu plus grandes. 100, 150 places qu'on a fait là toute l'année passée. Par exemple, à Charleroi, la Comédie Centrale, Liège, la Comédie en Île et tout. Qui étaient des salles, jamais je pensais que j'allais remplir ça. Ouais. Et je l'ai rempli plusieurs fois et tout. J'étais trop content. Donc, je voyais vraiment que les vidéos, ça a vraiment tout changé. Et ensuite, là, on a dit, on va faire le centre culturel d'Oderghem, qu'on a lancé il y a 1 an. Ça fait 6 mois que c'est complet, donc je suis trop content. Enfin, on s'entend, il reste une place. Mais bon, il n'y a jamais quelqu'un qui va acheter. Chiant, Et puis, il y a 6 mois, il restait peut-être 20 places, mais c'était tellement éparpillé que les gens ne prenaient pas. Mais je considérais ça complet parce que j'étais très heureux, j'avais une salle quasi complète. Et ensuite, là, on s'était rien dit du tout. Et j'ai continué à faire des vidéos. On s'était dit, ils m'ont dit, t'inquiète, pour la suite, on verra. Et donc, je suis parti à Montreux, là, c'était quoi, il y a 3 semaines. Et juste avant de partir, il m'a appelé pour me dire, ah voilà, maintenant, c'est parti, je voulais te l'annoncer, on va faire la tournée des grandes salles. J'étais à la grande salle, c'est-à-dire, puis il m'a dit, Trocadéro. Je dis, moi, mais Trocadéro, c'est la même capacité que le centre culturel d'Oderghem. Il m'a dit oui, mais t'inquiète. Puis il m'a dit théâtre Royal de Mons. Là, c'est 1200, je crois, un truc comme ça. Je dis putain, ça commence à faire beaucoup de gens là. Et il m'a dit et Cirque Royal. Et là, j'étais trop content, quoi. J'ai dit putain, ça y est, on va le faire, quoi. Après, ça, c'est vraiment le Graal pour toi? Moi, j'ai commencé le stand-up parce que j'ai été voir des gens qui jouaient au Cirque Royal et je me suis dit c'est ça que je veux faire. J'avais vu Farid, Roman Fressinet, Mustapha El Atrassi. Et juste avant de commencer, et en même temps que je commençais le stand-up, c'était dans ces eaux-là. Et j'ai dit mais moi, si je fais du stand-up, c'est pour un jour le faire là, quoi. C'était incroyable. J'adore cette salle. Elle est incroyable. Ça représente, parce que c'est à Bruxelles, ça représente beaucoup pour moi. Et juste, je la trouve géniale, quoi. Et puis, la première fois que j'ai joué au Cirque Royal en première partie de Guillermo Guise, quel sentiment incroyable. Puis, j'ai eu la chance de le refaire en première partie de PE. Même sentiment. Et là, savoir que je vais le faire moi, quelle dinguerie. Vraiment, je me rends même pas compte. En fait, j'y pense tous les jours. Mais je m'en rends pas compte, c'est très spécial. Et ça, ce sera du coup en avril 2026. Ouais, c'est ça. Ça marquera la fin, c'est la dernière représentation de Plat Pays, ou t'imagines encore tourner après avec? À mon avis, ce sera normalement c'est la fin, parce qu'à ce moment-là, s'arrête mon contrat entre guillemets avec Guillaume, et qui je pense sera renouvelé, parce qu'on s'entend bien, c'est une chouette famille et tout, et on sera reparti, mais en tout cas, il n'y a rien qui est discuté pour le moment. Et ouais, je pense que ce sera la dernière date de ce spectacle. Bon, à un moment donné, il faut le lâcher aussi, c'est bon. Mais voilà. Et ouais, tu parlais de Guillermo Guise, dont tu as fait la première partie. Ça aussi, ça a marqué un tournant, cette première partie, avant lui, dans un Cirque Royal complet? Ça n'a rien changé. En fait, si, ça a changé le fait que je jouais au King's Comedy Club à ce moment-là, une fois par mois. Et ça m'a rempli le King's jusqu'à la fin de l'année. Donc ça, c'était super. Ça m'a vraiment... Mais ça n'a rien changé en tant que tel dans mon statut. En tant que c'est juste, t'as fait une première partie dans une grande salle et c'est super pour l'expérience et pour tout ce qui va avec. Mais mentalement, ça a débloqué un truc. Ça m'a permis d'avancer. Et t'es toujours aussi stressé quand tu montes sur scène qu'au début? Non. Ça dépend la scène. Mais
quand l'enjeu est important, il y a du stress, mais j'arrive à le gérer, mais je suis beaucoup moins stressé qu'au début. Mais il y a toujours cette petite adrénaline, ouais. Puis dès que t'as ton premier rire, ça part. Trop bien. Et Guillermo, justement, ça a été une influence pour toi dans ton parcours, dans l'humour aussi que t'as développé? Ouais, je pense que indirectement, c'est la personne qui m'a le plus influencé. Ouais. Parce que du coup, tu vois, ici, tu vois où j'ai grandi, on est ici, tu vois, Anderlecht est vraiment juste là. En fait, on est dans la première rue du Brabant flamand. Tu sors de la rue, tu piques à droite, tu fais 10 mètres, on est dans Anderlecht. Et donc, en fait, moi, j'ai grandi du coup là, à Anderlecht. Guillermo habitait juste là-bas un peu plus loin. Et j'ai vu un de ses sketchs, c'était son premier Montreux, je pense, où il parle d'Anderlecht. Ah oui. Et je me dis, quoi? Et en fait, il a le même accent que moi, entre guillemets, je parle aussi comme ça. Et d'ailleurs, il y a plein de gens, quand je fais des blagues, ils me disent on dirait Guillermo Guise. C'est juste, on a le même accent. Et puis, c'est vrai, parfois, sûrement qu'indirectement, je m'inspire un peu de la façon dont il dit sa vanne, parce que je m'y reconnais et qu'en fait, après, sans m'en rendre compte, peut-être parfois, certaines vannes, je fais la même chose, en termes de rythme et de façon de la dire. Mais en tant que tel, pour beaucoup de gens, je dis ça parce que sous ma première vidéo Montreux, il y avait quand même pas mal de commentaires qui disaient ouais, c'est Guillermo Guise en plus lent, c'est Guillermo Guise. Moi j'étais en mode bah non. En fait, et puis après il y a des Belges qui commentaient ben non, c'est juste il a un accent belge quoi. En fait, enfin bref, je me justifie d'un truc, je sais pas pourquoi je me justifie, mais bref. Et donc oui, il m'a influencé de ouf parce qu'il a fait un sketch sur Anderlecht et c'est là que je me suis dit mais putain, en fait tu peux être belge, venir d'Anderlecht et faire le festival de Montreux, c'est un truc de ouf en fait. Et je me dis bah vas-y, en plus je me reconnaissais dans ce qu'il disait, dans sa façon de parler, dans sa façon de penser et tout. Je me dis bah vas-y, trop stylé, trop bien. Et donc ouais, c'est vraiment la personne qui m'a dit c'est possible quoi. Ça doit être super dur d'être comparé toujours aux autres. En plus, tu parlais de se détacher du regard des autres humoristes, mais si les gens vous comparent, ça doit être super dur de lire ça. Mais en fait, c'est pas dur parce que tu te rends compte que et en fait, on le fait tous. Hein. Ouais. Même moi, c'est horrible, mais on a toujours ce besoin, et je pense que c'est un truc humain, de devoir ramener quelque chose qu'on connaît pas à quelque chose qu'on connaît. Ouais. Pour pouvoir pour pouvoir s'identifier. Les gens connaissent Guillermo Guise, ça y est, tu vois, il est connu. Donc quand il y a quelqu'un qui arrive, c'est un autre Belge et qui parle avec un accent belge, on dit ah c'est Guillermo Guise. Ouais. Mais après ça va prendre du temps. Puis un jour il y a quelqu'un d'autre qui va arriver avec un accent belge, qui va avoir un flow un peu lent, on va dire ah c'est Sacha Ferra, alors que pas du tout, tu vois. Ouais. C'est quelqu'un d'autre, c'est une autre entité. Il parle pas parce qu'il parle de la Belgique et qu'il est un peu lent que c'est moi. Ça n'a rien à voir, puis on a le droit de s'influencer, tu vois, c'est les artistes, c'est comme ça, tu vois, dans tous les milieux musicaux. Enfin, après c'est pas la même chose, hein. Attention, j'allais dire, tu vois, dans la musique, t'as Kanye West qui reprend des samples de musique connue, on dit pas il fait du machin, il a fait du Kanye avec autre chose. Mais dans l'humour c'est plus compliqué parce que le plagiat arrive beaucoup plus vite, parfois aussi dans une intonation de blague, dans une façon de vendre des blagues, on peut dire que tu plagies, ça c'est une discussion qu'on peut qui peut durer des heures, mais voilà. Justement, tu vas encore voir, toi, parce que tu disais que tu regardais beaucoup d'humour quand tu étais plus jeune, tu vas encore voir beaucoup d'humoristes sur scène? Non, plus jamais. En fait, si je regarde le spectacle, c'est parce que je fais la première partie et que j'ai le temps après. Mais maintenant, je regarde beaucoup moins d'humour. Même avant, je regardais tout, et maintenant, je regarde plus rien. Parce que, en fait, je crois que je suis tellement dans le stand-up qu'à un moment donné, ça va me dégoûter si j'en regarde de trop. J'ai pas envie d'être dégoûté de la discipline parce que j'adore ça. Et d'autant plus que j'ai... Et après, c'est aussi intéressant parfois parce que ça te nourrit. Mais non, je regarde beaucoup moins qu'avant. Et tu parlais des réseaux sociaux. Aujourd'hui, sur Insta, tu as plus de 40 000 abonnés. Toutes ces vidéos, est-ce qu'il y a eu des craintes de se dire, est-ce que les gens vont pas être déçus quand ils vont venir me voir sur scène? Parce qu'en fait, c'est pas la même chose non plus de voir une vidéo courte sur les réseaux que de voir un spectacle complet. Moi, justement, je me disais l'inverse. Je me disais... J'ai peur que les gens ils trouvent que les vidéos soient pas assez bien que pour venir me voir sur scène. Parce que moi j'estime que ce que je fais sur scène, c'est quand même 100 000 fois mieux que ce que je fais en vidéo. Je vais pas te mentir, les vidéos, c'est des trucs j'y pense comme ça le matin. Je me dis vas-y, ça peut être marrant. Et j'essaye de transformer mon idée en vidéo, quoi. Mais sur scène, c'est un texte qui est travaillé et tout. Et en fait, et ça me fait plaisir, c'est les commentaires que j'ai eu le plus. C'est des gens qui sont venus me voir grâce aux vidéos et qui m'ont dit en fait t'étais marrant en vidéo mais je pensais pas que t'étais si marrant sur scène. Très chouette. Je dis bah ça fait plaisir, tu vois, merci. Ben maintenant j'essaye je sais pas comment faire rendre compte aux gens que
Et c'est pas, je veux pas me la péter en disant ça, mais que je suis doué Ouais. sur scène. Je sais que ce que je fais, c'est bien, ça marche, ça fonctionne. Donc venez me voir sur scène et les vidéos, c'est pour me faire connaître et essayer de ramener des gens Ouais. et puis acquérir du public. Mais on est qu'au tout début, hein. C'est vraiment, vraiment, vraiment le début là. Ouais, mais justement, ces vidéos, il y a aussi le revers des réseaux sociaux avec des commentaires qui peuvent parfois être négatifs. Ouais. Est-ce que tu en as déjà eu et comment Ouais. tu les vis? Pour en avoir, j'en ai eu plein. Ah ouais. Oh putain. Au début, je l'ai très mal vécu. J'ai même fait une pause des réseaux sociaux pendant. En fait, j'étais trop dégoûté. Et j'ai dit, vas-y, j'arrête pendant un petit temps. Et ça a duré 2 semaines, quoi. Au bout de 2 semaines, en fait, je me suis dit, en vrai, je le fais pour moi. Ouais. Il y a des gens qui aiment, tant mieux. Il y a des gens qui aiment pas. Mais en fait, c'était toutes les vidéos qui parlaient de la France. Ah ouais. Pouah. Le français est très premier degré, mais alors sur Internet, les gens sont cons en plus. Donc, alors quand tu parles de foot, que tu critiques la France en blague, hein, que ça parle de foot et que dans les Français, t'as des Français fans de foot qui débarquent dans les commentaires, t'as intérêt à être accroché, quoi. J'ai reçu des menaces de mort, j'ai reçu dans message des gens. Dans mon téléphone, j'ai un album avec tous les commentaires. Et en fait, ce qui est le dénominateur commun de tous ces gens, c'est que le 3/4 du temps, ça se passe sur Facebook. Et que c'est des gens qui ont plus de 50 ans en général. Ah ouais. 40, 50 ans. Ceux-là, c'est les pires. Et moi, j'ai que des commentaires d'eux quasiment. C'est très rare que ce soit des jeunes ou que ce soit des gens de 30, 35 ans. Ça arrive jamais. Ouais, j'ai reçu des trucs de fou, hein. Mais bon, au début, ça m'a fait vraiment du mal. C'était bizarre, j'arrivais pas à le concevoir. Et puis maintenant, je m'en bats les couilles. Vraiment, je suis passé à un truc de... Écoute... grand bien leur face. Hein. Ouais, on peut pas plaire à tout le monde. Non, vraiment pas. Non. Et c'est vrai que c'est pas souvent les gens qui aiment qui commentent, quoi. Enfin, il y a moins. Ouais, c'est ça. En fait, tu dois savoir, c'est débile, c'est la nature humaine. Tu retiens que ce qui est négatif. Oui. Tu vois qu'il y a, imaginons, 100 000 vues. Ouais. Sur ces 100 000 vues, on va dire, il y a 5 000 personnes qui ont aimé la vidéo. T'as 150 commentaires. Et sur ces 150 commentaires, t'en as 5 qui disent que t'es un gros con, que ce que tu fais c'est de la merde et que ça t'insulte sur ton physique et tout. T'es en mode mais qu'est-ce que j'ai fait et tout. Sauf que t'oublies que derrière il y a 5000 personnes qui ont juste dit ah mais j'aime bien. Non, enfin bref, voilà, c'est très humain. Et c'est un effort de savoir de savoir se faire se rendre compte. Je sais pas si c'est français ce que je dis. Ça. Tu t'attendais pas du tout à ça? À aucun moment. En fait, moi, j'étais vraiment dans le monde des bisounours, un peu. J'ai vraiment pris ce truc j'avais vraiment envie que tout le monde aime ce que je fais, que tout le monde aime bien, parce que c'est même pas tant politisé. Je taquine un peu la France, mais c'est vraiment pas méchant. Et je voulais que tout le monde m'aime, quoi. Mais en fait, c'est impossible. Ouais, mais tu taquines les Belges aussi, quoi, donc... Ah, mais clairement. Mais j'ai eu une période où je faisais beaucoup de vidéos sur la France, et ouais, à un moment donné, même moi, je me suis dit, bon, c'est bon, là, c'est trop, quoi. On a compris. Je veux pas faire mon fonds de commerce que là-dessus, quoi. Et justement, quand t'as été joué en France, comment ça s'est passé? J'ai fait une seule fois mon spectacle à Paris, dans le cadre d'une semaine spéciale belge et tout, donc ça tombait bien. Et en fait, ça s'est super bien passé. Tu sens qu'ils reçoivent pas les blagues de la même façon, ça rigole pas ça rigole au même moment, mais pas de la même façon. C'est-à-dire que nous, on rigole vraiment, genre putain, c'est vrai, on se reconnaît, on est comme ça. Et eux, ils rigolent vraiment, genre en mode putain, c'est vrai, regarde, ils sont comme ça, quoi. Donc le rire est différent, mais ça rigolait bien et c'était pas un mauvais moment. Ouais. Et par rapport, tantôt tu parlais du stand-up bruxellois et d'aller en fait ailleurs, dans les autres régions de la Belgique. Tu vois une différence dans la façon dont les gens reçoivent ton spectacle en fonction aussi des régions où tu joues? En Belgique? Ouais. En fait, non, ça va. Il y a enfin, quand même, oui, il y a des publics. Quand tu joues à Bruxelles, parfois, il y a ça dépend où encore, mais vraiment, c'est très minime. En Belgique, c'est possible, tu vas jouer à Charleroi, tu vas jouer à Liège, et le public, il est chaud de ouf, et c'est trop bien. T'as moins ça à Bruxelles parce que voilà, les gens ont l'habitude du spectacle, ils vont les voir et tout. Là-bas, c'est juste une activité à Bruxelles, alors que là-bas, c'est vraiment un moment de leur semaine. Les gens sont vraiment à fond dedans. Puis il y a ce truc chaleureux très de Liège, de Charleroi, de partout. Donc... Mais le public belge, de manière générale, et ça je le disais dans mon spectacle, c'est vraiment un très bon public. La comparaison qui tient la route, c'est vraiment par rapport à la France. Et encore, la France, en tant que telle, ça va. Mais le public parisien, dur. Parce que plus habitués depuis plus longtemps au stand-up? Parce que plus habitués, parce qu'ils sont parisiens. Ouais, vraiment, non, c'est pas... Je joue sur les clichés et tout. J'ai joué quelques fois à Paris.
Ça s'est super bien passé, mais c'est jamais la même chose que quand tu joues en Belgique. Ouais. Et franchement, quand les Parisiens ils viennent jouer en Belgique, ils sont choqués, quoi. Ils se disent, mais putain, c'est quoi ce public? Enfin, tu vois, ils disent, je veux venir jouer tout le temps ici, mais mes gars, c'est juste vous. On a l'impression qu'un rire, tu dois le payer en plus à la fin de la soirée. Ouais. Enfin, non, tu vois. T'as payé ta place, profite, tu vois. C'est vrai que le Belge, quand lui, il a payé sa place, si toi t'es pas marrant, lui, il va être marrant à ta place. C'est pas grave, il va rigoler, tu vois. Le Parisien, tu dois lui prouver que t'es marrant. Et déjà, lui prouver, ça prend du temps. Et une fois qu'il est sur un plateau, si t'as 8 ou 10 minutes, le temps qu'il se dise, ah, il est marrant, ben, c'est déjà l'autre humoriste, quoi. Donc, bon, voilà. Moi, le public parisien, c'est pas mon public préféré. Mais, après, j'y ai pas joué tant que ça. Ouais. Mais moi, il n'y a rien à faire. En fait, l'énergie de la ville me fait du mal, quoi. Ah oui. Je déteste cette ville. Ah. Je la trouve très belle et tout, mais l'énergie de Paris, cette ville me mange, quoi, tout cru. Mhm. Je sais rien faire là-bas. Ah ouais. T'as déjà eu des commentaires en face-to-face, quoi, après un spectacle qui t'ont fait du mal de la part du public? Non, je n'ai pas de souvenir de ça. Parfois, en fait, il y a parfois des trucs maladroits. Ouais. Mais qui, moi, me font pas plaisir en tant que tel. C'est parfois les gens qui viennent te voir après un plateau. On est tous là, les 5-6 humoristes. Ouais. Et forcément, il y en a toujours un qui préfère. Et il vient et ils font un débrief à tout le monde devant tout le monde. Mais ça arrive souvent. Et c'est... Ah, vous, c'était super. Vous, j'ai adoré. Ah, là, vous, par contre, il faut vraiment travailler un peu. Wow. Vous, pas mal, mais j'ai moins accroché. Et t'es là, mais mec, on s'en fout. Merci, juste dis merci, bonne soirée, passe à autre chose, tu vois. Parfois, les gens qui viennent me voir, qui ont un commentaire constructif et tout ça, avec grand plaisir, j'aime beaucoup ça. Mais les gens qui font juste, qui regardent tout le monde, qui font merci, merci, et puis qui font, alors vous, j'ai adoré. Ou bien, et que ce soit à moi ou à quelqu'un d'autre, bah, c'est pas très sympa pour les autres qui sont là, quoi. Ouais. Ça, c'est le seul truc un peu déplaisant, mais sinon, j'ai jamais eu de commentaires négatifs, non. Parce que ça doit être dur, bah, on en parlait un peu déjà tantôt, mais ça doit être dur entre vous déjà de pas se comparer, mais alors si en plus vous entendez les commentaires du public juste après... C'est horrible. Moi, ça me met horriblement mal à l'aise. Ouais. Vraiment. J'ai vraiment du mal avec ça. Puis après, ça fait partie du jeu. Enfin, voilà, j'ai compris que ça se passait comme ça. Mais oui, moi, j'aime pas trop ça. Bah, c'est la vie, hein. Écoute. Aujourd'hui, tu arrives à gagner ta vie. Enfin, j'aime pas ce terme, gagner ta vie. Si, je gagne ma vie. Oui. Tu arrives à te rémunérer avec le stand-up? Je me rémunère et je gagne ma vie grâce au stand-up, ouais. Trop bien. Ça fait combien de temps que tu vis du stand-up? J'ai arrêté mes études en juillet passé. Depuis juillet passé. Tu pensais que c'était possible? Non. Okay, en fait, j'en rêvais, je savais que c'était possible, mais je me disais pas aussi vite. Ouais. Et en fait, j'ai la chance que le stand-up s'est quand même relativement bien développé en Belgique, et que j'ai commencé au bon moment. Du coup, j'ai pu bien travailler pendant 5-6 ans, juste faire des petits boulots. Moi, j'ai fait des jobs étudiants juste là en face, sur la chaussée de Mons, tu verras, juste là. Il y a un truc qui s'appelle MDH. Ça s'appelle les initiales de -18. Et en fait, c'est un traiteur de surgelés. Ouais. Et j'ai travaillé là-dedans. J'ai travaillé au McDo là-bas aussi, un peu plus loin sur la chaussée. Et je détestais ça, quoi. Je me suis toujours dit, plus jamais de ma vie, il faut que le stand-up, ça fonctionne. Il faut absolument que ça marche parce que là, c'est un enfer. Vraiment. Et j'ai tout donné. Pendant 5 ans, allez, de temps en temps, t'avais des chouettes plateaux. Puis, quand ça faisait 4 ans, il y a des fois, tu faisais un plateau, c'était super bien payé et tout, mais bon, ça faisait pas un salaire. Ouais. Et non, là, depuis 1 an, en fait, depuis que j'ai signé avec Guillaume dans la production, j'ai les spectacles avec lui. Donc, t'as une grille de cachets et tout ça. J'en avais 1 ou 2 par mois. Donc puis il y a les chroniques grâce à lui, qui aussi rapportent de l'argent. Puis t'as les scènes, qui maintenant on m'appelle dans des scènes un peu plus prestigieuses, qui te ramènent de l'argent. Et donc j'ai de la chance, depuis 1 an et demi, j'y arrive. C'est trop bien. C'est incroyable. T'es fier d'arriver à ce stade-là déjà maintenant? Après ça fait 6 ans maintenant que tu fais ce métier, mais t'es fier d'arriver à ça aujourd'hui? Très fier, ouais. Très très fier. C'est fou ce sentiment de à chaque fois que ta carte est débitée, c'est parce que t'as fait rigoler des gens, quoi. Quel luxe, quoi. C'est vraiment incroyable. Mais j'essaye de m'en rendre compte et maintenant ma question c'est ok, voilà, j'y suis arrivé à cet endroit-là. Maintenant, comment faire pour encore, allez, mine de rien, mieux gagner ta vie et que ça dure? Comment on va faire pour tenir sur la durée? C'est ça mon plus gros problème. Je crois que la solution, c'est de constamment se remettre en question, constamment
jamais se dire que ça y est, c'est arrivé, parce que on peut toujours devenir plus fort, toujours devenir plus connu, plus médiatisé, même si c'est pas un objectif en soi. Mais mine de rien, plus t'es connu, plus tu gagnes ta vie, quoi. Donc ça rentre en jeu. Mais en fait, c'est un cercle un peu vicieux, quoi, parce que j'ai aucune envie d'être vraiment connu. Je pensais que j'avais envie de ça. Puis maintenant que ça m'arrive souvent que quand j'aille dans des endroits, les gens me reconnaissent, je me rends compte que j'ai pas envie. Mais c'est trop tard, ça fait partie du jeu, puis je l'ai choisi. Puis c'est tellement aussi une chance que si les mauvais côtés, c'est juste de devoir dire bonjour à des gens que tu connais pas et que recevoir des compliments dans la vie, je crois que ça va aller, quoi. Franchement. Et pourquoi tu pensais que t'en avais envie avant? J'avais vraiment ce besoin d'être reconnu, de me dire putain, ça doit être trop bien d'être connu, d'être un peu une star et tout. Et maintenant que je suis de temps en temps un peu reconnu, je me rends compte que tu peux plus vraiment être toi-même. Ah ouais. Enfin, t'es plus vraiment libre, entre guillemets, quoi. Ça y est, quand t'es dans des endroits publics et des trucs comme ça, tu dois toujours être bien, quoi. Alors, c'est un exemple très con, mais bon, après, j'ai la chance chaque fois que je suis dans le métro, qu'il y a une vieille personne qui rentre, j'ai cette chance d'avoir eu l'éducation par réflexe, je laisse tout le temps ma place à cette personne, ou je le propose, du moins. Mais imagine, je suis pas dans un bonjour, j'ai ma capuche, je vois pas qu'il y a une vieille personne, il y a quelqu'un qui me reconnaît, et qui voit que je donne pas la place à cette vieille personne, eh ben, elle va aller dire à tous ses copains, putain, j'ai vu Sacha Ferra dans le truc, ah, il a pas donné sa place. Je suis en mode, et puis après, ça va devenir, Sacha Ferra, c'est un connard, il donne pas sa place pour une partie des gens, alors que non, tu vois. Donc tu dois, en fait, mine de rien, devenir toujours un peu irréprochable. Oui, c'est ça. Et après, j'en parle comme si j'étais Gad Elmaleh, mais pas du tout, hein. C'est minime, hein. Et puis, j'ai cette chance que c'est que à Bruxelles et en Belgique, entre guillemets, dans les grosses villes. Mais dès que je sors de la Belgique, je suis personne, et je suis toujours personne ici aussi, tu vois, mais je suis encore moins quelqu'un, quoi. Du coup, tu voudrais arriver à quel stade comme ça dans le stand-up, parce que pour ne pas être trop connu non plus, mais quand même continuer à pouvoir te rémunérer via ça. Enfin, tu vois, t'imagines comment cette balance? En vrai, je crois que Guillermo Guis, c'est parfait. C'est-à-dire que je crois qu'on doit le reconnaître quand même pas mal, mais je crois que c'est vivable. Et puis, il t'annonce qu'il fait 3 cirques royales et les 3 sont déjà complets. Ça, ce serait incroyable. C'est d'être connu parce que les gens savent que ce que tu fais, c'est vraiment bien sur scène. Et donc, chaque fois qu'ils voient une date, ils achètent. Et pouvoir vivre de ça super bien, ce serait incroyable. Je crois que c'est le meilleur truc. Le niveau de Guillermo Guis, c'est nickel. Parce que t'as Guillermo, et puis encore au-dessus en termes de notoriété, t'as Gad Elmaleh, Paul Mirabel et tout. Et même Guillermo connaît un peu Paul Mirabel, et des fois ils sont potes, il vient en Belgique et tout. Et il nous a déjà raconté que c'est un peu invivable pour Paul Mirabel, quoi. Donc moi, jamais de ma vie je voudrais arriver à ce niveau-là, et de toute façon je pense que si ça devait être le cas, ce serait déjà le cas. T'es encore super jeune. Oui, mais c'est pas la question. Je pense que tu vois, Paul Mirabel, ça fait aussi 6-7 ans qu'il fait du stand-up, il est déjà à son 2e spectacle, et il vend 100 000 tickets en 20 minutes, enfin tu vois, je crois que c'est encore autre chose, quoi. Ça entraîne plein de trucs très contraignants. Mais pour ça, c'est peut-être une chance aussi d'être en Belgique, parce que Paul Mirabel, il y a aussi la France, et les émissions qu'il a faites en France, c'est une audience beaucoup plus grande. Finalement, c'est une chance, quoi, d'être chez nous. Pour moi, je suis hyper heureux que le stand-up a commencé à se développer en Belgique, juste parce que notre public est incroyable et que c'est super de faire ça chez nous, quoi. Du coup, aujourd'hui, tu as un statut d'indépendant ? Oui, j'ai une société qui a mon nom, et je suis indépendant. Trop bien. Tu t'imaginais, plus jeune, devenir un jour indépendant ? À aucun moment. En fait, je le suis parce que je suis obligé. Si je pouvais juste faire des blagues et qu'on me donne de l'argent, je le ferais, mais ça marche pas comme ça. Mais j'ai cette chance que mon père a toujours été indépendant, donc il m'encadre assez bien, et il m'a bien expliqué comment ça marchait. Donc ça va, je m'en sors, franchement. C'est chouette. Mais je suis pas le plus vif pour tout ce qui est papier, trucs comme ça. Là, pour ça, je suis vraiment l'artiste qui est à côté de ses pompes. Mais je m'améliore et je fais des efforts, et ça va de mieux en mieux. Trop bien. Et du coup, comment t'organises tes semaines, en fait? Aujourd'hui, ça ressemble à quoi, le quotidien de Sacha Ferra? Putain. Bon, on va dire une semaine normale. Disons, partons du principe que j'ai une scène presque tous les soirs. Donc, ça veut dire que je me lève plus ou moins quand je veux, mais je me lève jamais plus tard que 10h. Ça, c'est impossible pour moi.
sauf le mercredi où là je me lève à 7h30 parce que j'ai la chronique le mercredi matin. J'ai de la chance que où j'habite maintenant avec ma copine, c'est à côté des studios de la RTBF, donc je peux y aller à pied, ça me prend 10 minutes, ou une trottinette, j'y suis en 1 minute. Donc là c'est cool, j'ai encore cette chance de devoir me lever à 7h30. Mais sinon voilà, je me lève, déjeuner, et puis c'est soit... Franchement, j'ai de la chance. Soit je joue un peu à la PlayStation avec des potos et tout qui ont le même train de vie que moi. Soit j'écris un peu, soit je réfléchis pour une vidéo. A priori, c'est juste ça. Normalement, je réfléchis pour les vidéos que je vais devoir faire sur la semaine. Je recherche des sujets, des trucs. Je tourne une première vidéo, je fais le montage. Je joue un peu à la PlayStation. Puis il est déjà genre 17h, 18h. Ma copine rentre du travail, je prends la voiture et je dois aller à Liège, je vais à Charleroi, je vais à Namur et je reviens le soir vers minuit, 1h, parfois un peu plus tard. Puis je redors jusqu'à 9h30, 10h comme ça et c'est comme ça tous les jours. Trop bien. Et justement, vous n'avez pas du tout le même rythme, elle et toi. Comment, et même dans ta vie sociale de manière générale, le stand-up c'est tellement particulier. Comment tu gères justement cet aspect vie sociale à côté ? J'ai énormément de chance qu'elle soit super flexible par rapport à tout ça. Elle est hyper sympa. Puis on a eu une discussion quand même au début, on s'est mis ensemble de... Voilà, et elle était au courant que ça pouvait se passer comme ça. Elle était d'accord avec ça. Et d'un autre côté, moi je lui ai expliqué que je serais... De toute façon, c'est elle la priorité. Donc s'il faut annuler quelque chose, je le ferai. Après, si c'est un spectacle dans une salle de 1200 personnes, je peux pas annuler ça, mais... À part cas extrême, si elle doit accoucher ou un truc comme ça, évidemment que là, je serai auprès d'elle. Mais donc, je lui fais bien comprendre que ce sera toujours elle la priorité. Mais comment on gère, c'est que... ce qui est cool, c'est qu'on aime bien chacun être un peu tout seul. On a ce truc... et comme on n'a pas beaucoup de moments à deux, les moments à deux, on en profite genre vraiment. Et c'est toujours chouette quand on est à deux parce qu'après, ça arrive que pendant 3-4 jours, on se croise. Ah oui. Juste on dort ensemble, mais elle se lève à 8h, elle va travailler, elle revient, peut-être on reste 1 heure ensemble, puis moi je dois repartir. Et donc voilà, mais on se parle beaucoup par téléphone et tout, même si on est ensemble, on s'appelle quand même assez souvent, par tous les jours, des messages. Et je suis tombé sur une personne qui est super cool pour ça, donc et je la remercie, je la remercierai jamais assez pour ça en tout cas. Trop bien. Comment tu vois un peu l'évolution là qu'est-ce qui va se passer avant cette grosse date au Cirque Royal déjà ? Ce qui va se passer, ça va être tous les préparatifs. On va essayer. Là, je suis en train de retravailler déjà le spectacle depuis 2-3 semaines avec Loïc qui est co-auteur de Guillaume et tout ça, et qui en fait on retravaille ça à deux. On va rendre ce spectacle. Ça va devenir un spectacle pour les grandes salles. Et donc, parce que on va essayer Outdoor Game, rien à voir. Ça n'a rien à voir. On va faire une voix off d'entrée, avec une bonne musique, une chouette scénographie. Retravailler chaque bloc du spectacle pour que ce soit une masterclass à chaque fois, que ce soit vraiment un bon spectacle, retravailler la fin du spectacle parce que maintenant je vais changer la fin parce que comme mon grand-père est décédé vendredi passé, le meilleur cadeau qu'il m'ait fait en mourant c'est de m'offrir une super fin de spectacle parce que ça colle parfaitement avec ce que j'avais envie de raconter dans le spectacle, donc c'est trop cool. Et ensuite, ça va se passer, retravailler ça pendant 1 an et demi. Et je vais, j'en ai parlé à personne, mais ça on s'en fout. Je vais documenter tout ça pendant 1 an et demi. Oh, trop bien. Et en faire une vidéo après. À la Orelsan ? Ouais, mais bon, pas du tout le même, pas le même impact. Mais c'est surtout pour moi que je la fais, pour me souvenir de... Voilà, tu vois, on m'a annoncé en 2024, en novembre 2024, qu'en 2026, je réalisais mon rêve. Comment je vais préparer tout ça et comment ça se passe pour moi. Donc tout ce qui est en rapport avec le Cirque Royal et les grosses dates, je filme. Comme ça, hier j'avais une réunion Zoom avec Loïc et une autre personne qui va faire la voix off. Et j'ai filmé, comme ça on peut intégrer dans le documentaire entre guillemets après. Trop bien. Des moments où j'ai des trucs à dire, je me filme, des trucs comme ça, et on verra bien, on va essayer de faire un chouette truc. Trop bien. Oui, justement, ton grand-père, c'est lui aussi qui t'a poussé, c'est lui qui t'a aidé à te lancer vraiment dans le stand-up. C'est important d'avoir autant eu le soutien de ta famille ? Pour moi, c'était super important,
surtout celui de mes grands-parents, parce que moi j'ai passé vraiment 20 ans de ma vie avec eux, presque tous les jours. Ils venaient tous les jours me chercher à l'école, je mangeais chez eux, et puis ma mère me revenait me chercher, et je dormais chez moi, mais j'ai passé ma vie avec eux. C'est vraiment eux qui m'ont éduqué. Et donc oui, c'était super important d'avoir leur soutien, d'autant plus que je sais que celui de mon grand-père, j'allais l'avoir, parce que lui avait arrêté l'école à 14 ans pour faire ce qu'il avait envie de faire. Et en gros, ce qu'il m'a expliqué, c'est qu'au début, ses parents ont essayé de le dégoûter, parce qu'il voulait devenir cuisinier. Et du coup, il était devenu apprenti dans une cuisine, et ses parents avaient été voir le chef cuisinier, et ils avaient dit, essayez de tout faire pour dégoûter notre fils, pour voir si c'est vraiment ce qu'il veut faire ou non. Ou si on le force à revenir à l'école. Et ils ont essayé de tout faire pour le dégoûter et il a jamais... au contraire, il adorait tellement ça qu'à un moment donné, ils ont dit ok, vas-y, on est à fond avec toi du coup. Parce que pour eux, c'était quand même important qu'il aille à l'école. Et donc il m'a expliqué tout ça pour me transmettre un peu ce truc de c'est important de se lever dans la vie pour faire un truc qu'on aime quoi. Sinon si tu te lèves tous les matins avec un poids au pied en allant quelque part et qu'en fait tu te rends compte que ce que tu fais c'est pas trop ce que tu veux, que t'arrives pas à transmettre ce que t'as envie de transmettre, que t'arrives pas à juste kiffer la vie, et ben ça va être un long moment quoi. Sauf que la vie certes c'est chouette quand ça dure longtemps, mais si t'as kiffé ta vie, en général, tu t'es pas rendu compte que tout est passé si vite, quoi. Enfin bref, tout ça pour dire que oui, il m'a transmis tout ça et quand je voulais arrêter mes études, c'est parce que je sentais que si je me mettais à fond dans le stand-up, ça pouvait démarrer. Et je leur ai écrit une lettre à eux, à mon père et à ma mère, que je leur ai envoyée. Et eux, c'était les premiers à m'avoir répondu, on est à 100% avec toi et tout. Donc ça m'a déchargé d'un poids énorme, quoi. Donc voilà, parce que c'était con, parce que vraiment il me restait 15 crédits à valider pour avoir mon bachelier, quoi. Mais bon, j'allais avoir ce papier et j'allais vouloir ne rien en faire, donc ça m'avait fait chier de me dire que j'allais encore peut-être perdre du temps. Ouais, et du coup, t'es reconnaissant d'avoir une famille telle que tu l'as, parce qu'il y a ton grand-père qui t'a beaucoup aidé, il y a ton papa qui est indépendant, enfin t'as vraiment t'as toutes les conditions réunies qui sont chouettes. J'ai vraiment trop de chance, ouais. J'ai ma maman et mon beau-père qui sont aussi un super soutien. Tout le monde, même ma belle-mère avec qui j'ai grandi pendant 17 ans, qui maintenant n'est plus avec mon père, qui est aussi un très grand soutien. La femme avec qui il est maintenant aussi. C'est des gens, enfin mine de rien... Juste quand j'ai un spectacle quelque part, même s'ils l'ont déjà vu, ils achètent des places et ils viennent avec des potes et tout. Donc chouette. C'est vraiment un super soutien. Et ouais, je suis très reconnaissant d'avoir cette famille-là. Mais en fait, il fallait que j'ai quand même l'appui de mon grand-père à la base pour que ma maman n'ait pas vraiment son mot à dire, mine de rien. Et donc si mon grand-père me disait oui et que ma maman me disait non, j'étais en mode c'est pas grave, papy il a dit oui, tu vois. Donc voilà. Et t'es heureux tu l'avais mis sur ton compte Instagram, t'as pu lui annoncer ces grosses dates qui arrivaient, le Cirque Royal, t'es heureux d'avoir pu lui annoncer? Très heureux, très heureux. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles il est parti assez rapidement, quoi. Puis il s'est dit, en fait mon grand-père il a kiffé sa vie, il a kiffé, mais physiquement il était pas en forme. C'est-à-dire qu'il fait 1m90, il faisait genre 130 kilos, un truc comme ça. Vraiment, il avait des problèmes de thyroïde, tout ça, mais puis il mangeait pas bien, tu vois, il avait pas une bonne hygiène de vie. Et déjà donc il a tenu jusqu'à ses 81 ans, donc ce qui est déjà très bien franchement pour l'hygiène de vie qu'il a eu, vu comme il a profité. Mais ouais, je pense que c'est une des raisons aussi, le fait de voir que ça se passait bien pour moi, qu'il a pu tout lâcher et s'en aller, quoi. Je pense que ça a dû jouer, ouais. Trop bien. Tu disais sur ton site internet, c'est marqué que le rire pour toi, ça te donne la sensation d'être vivant. T'as vraiment encore cette sensation aujourd'hui, ça représente toujours autant ça, le fait de faire rire? Ouais, parce que faire rire, c'est quand même le truc le plus... C'est incroyable, parce que c'est juste une réaction. Tu délivres un message, la personne reçoit ce message, ça crée des connexions dans sa tête, et ces connexions vont faire que ça va provoquer un rire. Mais c'est scientifique, c'est presque chimique, tu vois. Et puis il y a des gens qui ont développé des techniques pour pouvoir faire rire aussi. Et donc, ouais, par exemple, tu vois, il y a des trucs qui déclenchent des rires automatiquement. Par exemple, t'as un truc qui s'appelle la règle de 3. Et les gens très drôles dans la vie le font de manière instinctive. C'est de dire, prendre une situation, donner un exemple, 2 exemples, et le 3e exemple, c'est justement celui qui va choquer ou qui va sortir du lot, et ben ça provoque un rire à chaque fois. Enfin, c'est presque mathématique, quoi.
Et puis il y a cette question de culture aussi. Pourquoi est-ce que... Enfin, moi, ça me passionne, quoi. En Belgique, il y a des trucs qui font vraiment rigoler, qui font pas rigoler à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. Ouais, ouais. Enfin, il y a plein de trucs super intéressants par rapport à tout ça. Mais oui, faire rire, quand tu rigoles, c'est le meilleur. Tu te sens tellement bien et tu te sens vivant, quoi. Mhm. C'est trop cool. T'as l'impression d'avoir beaucoup évolué et beaucoup appris sur toi depuis que tu t'es lancé dans le stand-up? Clairement, ouais. Bah oui. Bah, j'ai grandi, quoi. J'ai commencé, j'avais 18 ans, là j'en ai 24, bientôt 25 dans un mois et demi. Et ouais, je suis plus du tout la même personne, hein. Ah oui, évidemment, j'étais un ado. Là, je suis un jeune adulte, tout à fait, adulte même. Et, euh, et ouais, ça m'a appris tellement de trucs, ça m'a appris, bah, tu vois, toutes les rencontres dont on en reparle, Guillaume, par rapport à se détacher du regard des gens, à me connaître moi-même, à savoir ce que je veux, tout simplement, dans la vie, comment faire pour avancer, de quoi je suis capable aussi, jusqu'où je peux aller pour pouvoir atteindre mes objectifs. Euh, et ouais, ça m'a fait grandir de ouf. Trop bien. Et même si tu as une équipe autour de toi, si voilà, tu as une production, etc., tu es ton propre patron, quoi. Aujourd'hui, ça te fait quoi d'être... Enfin, en fait, c'est toi qui as créé ton propre métier, tu vois. Oui, effectivement, oui, du coup, comme tu disais, c'est vrai que c'est ma société qui me fait un virement tous les mois, donc je suis mon propre patron. Mais j'essaye de me dire vraiment j'essaie de me le dire le plus souvent possible que c'est une chance inouïe de pouvoir faire ça. Parce que, comme je te l'ai dit, tu vois, j'ai travaillé au McDo, dans un traiteur de surgelés. J'ai travaillé aussi dans un truc, dans une usine qui fait du travail à la chaîne, qui envoie des colis pour la poste et tout ça. Et donc, oui, je me suis levé pour faire des trucs que j'aimais pas, donc je sais le luxe que c'est d'avoir réussi à le faire. Mais je suis tellement heureux de m'en être rendu compte assez tôt, à 18 ans, et de m'être battu pour faire ça. Maintenant, la question, ça va être, comme je te l'ai déjà dit, comment durer, quoi. Ça va être ça le plus dur. Mais pour l'instant, je profite, je mange mon pain blanc, comme on dit, et j'essaie de tout faire pour que ça continue. Oui, t'arrives à vivre au jour le jour et à pas te poser trop de questions sur la suite? Bah, en fait, si je vois que déjà là, en 2026, il y a le mois d'avril 2026, va probablement être le mois où je vais le mieux gagner ma vie que j'ai jamais gagné. Vu que c'est là qu'on fait Trocadéro, Théâtre Royal de Mons, Cirque Royal et une autre date encore qu'on n'a pas encore annoncée. Qu'on peut pas annoncer parce que ça n'a pas de sens. Donc, je sais que ce mois-là, j'aurais jamais gagné autant d'argent de ma vie. Donc, je sais qu'en 2026, a priori, sur ce mois-là, si je fais même pas de conneries et que même je fais plus de stand-up le reste de l'année, si je mets bien de côté, je pourrais vivre quand même quelques mois, tu vois. Donc, franchement, je me dis, tiens, déjà jusque-là, et puis je me dis, il y a toujours d'autres trucs qui vont arriver, entre-temps, d'autres projets, d'autres trucs. Donc, a priori, ça devrait le faire. Mais je sais pas jusque quand. Trop bien. On arrive tout doucement à la fin du podcast, donc je vais te poser la question signature. Qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait? Ça, c'est dur. Ça peut être dans ta vie privée ou professionnelle. Ouais. Qu'est-ce que j'aimerais... Il y a un truc qui me taraude l'esprit, mais que j'aimerais oser faire, même pour moi-même, que je partagerais pas, c'est un projet musical. C'est très con, mais j'aimerais bien. Mais par contre, j'ai un sens du rythme qui est horrible, qui est très mauvais. Juste, j'aime tellement la musique, j'aime tellement le rap et les trucs comme ça que c'est peut-être un truc artistique qui m'intéresserait un jour, mais à l'instant T, j'ai rien que je voulais faire, que j'osais pas faire et que j'ai pas encore fait. Non, je pense que j'ai fait tout ce que j'avais envie. Trop bien. Merci beaucoup. Bah, merci à toi surtout. Merci Sacha d'avoir accepté mon invitation. Vous trouverez tous les liens pour le suivre dans les notes de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, alors si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant commentaires et étoiles sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser pour écouter et à vous abonner à Compose sur tous les réseaux sociaux. Et puis, si vous voulez m'aider à développer ce projet, n'hésitez pas à le soutenir financièrement via Patreon. Compose est un podcast réalisé entièrement par moi, Julie Mouvet. Le générique a été produit par le talentueux Nucci et l'identité visuelle a été créée par Minuit Studio. À très bientôt pour un nouvel épisode.